Bonjour et bienvenue à vous tous et en particulier à nos intervenants. Une minute, je voudrais rendre hommage à une infirmière qui a été assassinée, comme on l'a tous appris, à l'hôpital de Reims. Et donc, c'est par sympathie de notre monde de la santé vers elle que je me permets de dire ce mot d'hommage. Maintenant, pour l'ordre du jour de notre réunion, je voudrais dire que nous souhaitons tous un parcours de vie dans la meilleure santé possible. Et pour ça, il nous faut de la prévention des risques, il nous faut un accès au parcours de soins, et puis il nous faut la visée d'une santé globale. Mais ce que j'ai dit là simplement, les responsabilités et les compétences, les responsabilités qui s'affinent, les compétences qui s'accroissent, elles fragmentent les accès. Ça fragmente les accès par des disciplines médicales qui ont besoin chacune de leurs spécialistes, la cardiologie, l'oncologie, la psychologie, l'épidémiologie. Les solutions sont aussi fracturées avec d'autres intervenants, du paramédical, de la pharmacie, des assurances, et puis des lieux divers pour trouver les solutions, les lieux d'action sanitaire et sociale, la médecine de ville, les hôpitaux, les centres de prévention et de santé au travail. J'ai employé le mot fragmentation, mais si je le remplace par le mot multiplication des accès et fédération des accès, alors je donne la tournure positive qui convient à ceux dont nous allons débattre. Et je reformule, en entrée en matière de ce débat, notre aspiration qui est de comment penser et agir en santé globale pour mobiliser au mieux toutes les connaissances et tous les moyens de notre temps. Voilà, je passe maintenant la parole à Anne-Marie Devève, qui a préparé notre réunion et qui va l'animer avec son brio habituel. Merci Anne-Marie. Merci à Président et merci à vous tous et toutes d'être là. Et pour ce qui est en fait notre quatrième réunion et notre quatrième UX Forum sur ce thème santé globale, santé travail, avec plein de petits points de suspension et le point d'intégration, qui est justement ce qu'on souhaite, et avec une orientation aujourd'hui plutôt sur l'innovation. Alors quand je dis le quatrième, c'est assez marrant parce que le premier, il était ici même, à Préventica, Paris, il y a 4 ans. C'était en 2019, c'était en gros le premier. Alors, je pense que pour vous et comme pour nous, les choses ont énormément changé depuis 4 ans, notamment sur ces terrains, je vais dire dans les ouvertures d'esprit, dans les pratiques et dans beaucoup de choses. Alors, soyons un tout petit peu citrons de temps en temps dans les pratiques, mais peut-être pas dans toutes les justement pas dans toutes les pratiques. Et si je peux me permettre, quand vous êtes arrivés, vous avez vu que d'un côté il y avait la grande porte avec l'accès à Santexpo, et de l'autre côté, mais qui était, alors c'est la main gauche, donc vous ferez toutes les gloses sur qu'est-ce qu'est la gauche sinistre et autres en latin, et de l'autre côté le truc de Préventica. Et je dois dire alors que là-dessus, c'était déjà la même chose il y a 4 ans. Et ce qui est marrant, je dirais, quand on pose un œil un peu sociologique là-dessus, c'est que quelquefois les institutions, alors pas toutes heureusement, et donc là on a un otage qu'on a bien mis au milieu parce qu'il représente exactement et justement, et merci à Sébastien Denis d'être là. Je dirais que les choses mûrissent finalement de façon diverse, mais mûrissent aussi sur le terrain beaucoup. Donc
On va revenir. Je voudrais vous présenter nos intervenants, et puis la parole sera à vous aussi. Donc de temps en temps, peut-être que sur la fin, un peu avant 5 heures, il faudra que vous me tapiez pour pouvoir aussi sauter sur le micro. Alors, on commence par Sébastien qui est au milieu, Sébastien Denis de Santé publique France, et donc il a la grande charge. Je crois que votre direction est créée depuis 2 ans, c'est ça, ou un peu plus, d'être à la fois santé travail, santé environnement, et d'être dans Santé publique France, qui est globalement l'ensemble. Donc merci à Sébastien. Et alors, vous, nul n'est parfait, vous faites partie des non-médecins, et moi aussi, mais heureusement on a 3 médecins à la table, donc tenez-vous bien de ce côté-là. Et alors, on en a une qui est particulièrement déviante, c'est Dominique, docteur Dominique Truchot-Cardo, parce que à la fois elle est médecin, elle est suisse, alors vraiment ça c'est terrible, mais en même temps elle s'occupe d'une école qui est la plus ancestrale et la plus connue d'ailleurs des écoles mondiales d'infirmières. Jacques parlait tout à l'heure d'infirmiers, et donc j'entendais ce matin d'une oreille dans l'une de ces trucs-là un truc qui était un peu psychédélique sur qu'est-ce que les infirmières ont le droit de faire, de pas de faire, et par rapport aux médecins et autres. Et c'est vrai qu'on est encore quelquefois dans ces débats-là qui sont nécessaires, mais bon, voilà. Donc Dominique, alors je vous les présente pas forcément par ordre, voilà, mais Dominique Truchot-Cardo. Donc nous, alors je cafte, on se connaît grâce d'un certain côté, Alain, grâce à vous, puisque c'était à notre deuxième UX Forum sur la santé globale. Vous aviez la gentillesse de nous accueillir au CNAM, et donc ça me permet de présenter le Dr Toledano, donc médecin là aussi, oncologue. Je dois dire qu'à une époque, j'aurais bien aimé le connaître avant de connaître les miens, mais enfin ça c'était un peu autre chose. Et lui, donc à la fois est fondateur, et de dire d'autant plus méritant, si on peut dire, que ça a été démarré en plein Covid de l'Institut, le début de Covid de l'Institut Raphaël, qui initialement était la maison de l'après-cancer, et qui en fait est maintenant, je dirais plus largement la maison de l'intégration des enjeux de santé quotidiens, et non seulement cancer, puisque vous êtes oncologue, mais aussi sur d'autres types de maladies chroniques lourdes. Donc voilà pour Alain Toledano, qui est arrivé aujourd'hui tel l'éclair, et merci à lui. Et il dirige aussi, il a fondé une chaire au CNAM qui est une chaire de santé intégrative. Et donc, je veux dire, voilà, c'est l'un des compléments sur nos questions de santé et nos points de suspension tout à fait importants là-dessus. Alors, autre chose, et alors merci à Florian de Delsen d'être là, et d'être sans doute aussi à côté dans l'autre grand salon, mais aussi dans celui-là, puisque Florian de Delsen est DGA de l'hôpital Foch, donc qui est l'une des grands hôpitaux privés de la fondation Foch d'après-guerre, en gros, voilà, et avec une optique, si je peux me permettre, c'est que vous venez aussi à la fois bien sûr de l'école des hautes enseignes publiques de Rennes, mais en même temps et plus particulièrement d'une fonction RH. Et l'un des trucs sur lesquels on s'est rencontrés avec Florian de Delsen et avec son équipe qui est ici présente, et on regardera ça, donc je vous incite à garder votre jeudi fin de matinée aussi pour regarder un service de prévention santé-travail qui est à la fois autonome, puisque c'est dédié sur un établissement, puisque c'est comme ça que ça s'appelle, mais en même temps beaucoup plus ouvert, et il est hospitalier. Donc c'est aussi cette question-là qui nous rassemble. Merci à vous d'être là aujourd'hui. Et puis le docteur Anne-Carole Bensadon, alors merci à Anne-Carole d'être là. Elle nous accompagne et nous suit sur les questions justement notamment de liens et de questions d'intégration des maladies chroniques, comment quelles sont les relations avec la santé-travail. Anne-Carole est maintenant officiellement présidente, c'est comme ça qu'on peut dire. Avant, on ne pouvait pas trop le dire, de la commission santé de l'IGAS, de l'inspection générale des affaires sociales. Et là aussi, je crois que vous connaissez, puisque Anne-Carole était la gentillesse d'intervenir dans notre deuxième UX Forum sur les questions justement d'intégration des maladies chroniques, puisqu'en gros,
gros, on est tous, alors entre le vieillissement et les statistiques d'être touchés par des maladies lourdes, on a quelques chances. Alors si on a de la chance, quand vous en avez quelques-uns identifiés, on dirait que statistiquement les autres n'ont pas la chance d'être dedans, mais quand même globalement c'est aussi un petit peu là. Voilà, donc merci à vous tous et puis merci à vous dans la salle qui êtes là et ceux qui à distance vont regarder notre replay de ce côté-là. Et voilà, les deux mots que je voulais vous dire sur les UX Forums, c'est que ce qu'on a lancé là avec Jacques Bouvet, c'est l'idée, on se met toujours pas du point de vue des experts externes, mais du point de vue de ceux qui sont les praticiens, je veux dire, qui agissent, qui construisent, qui transforment le monde de la santé, mais je veux dire d'un certain côté aussi le monde du travail et le monde du travail au quotidien. Et c'est pour ça que c'est UX, logique finalement utilisateur, logique terrain. Le côté forum, c'est que personne n'a la vérité révélée, donc c'est toujours plus intéressant d'avoir, comme les fourmis, un œil à plusieurs facettes, et beaucoup sur les innovations, mais aussi sur les dimensions et les dimensions sociétales. Ce que je vous montre là, ça a apparemment pas à voir, mais en fait si. C'est qu'on était très très étonnés l'autre jour avec mon cher président d'être invité. Alors la Champagne profonde, c'est le Grand Est, donc c'est marrant, mais ça fait quand même partie maintenant de la région Grand Est, à une inauguration d'un service autonome nouveau de santé au travail, d'une entreprise internationale, truc très très innovant. Et alors on était tous par terre parce que qui a fait l'inauguration? Non pas le ministre du Travail, donc la grande innovation, mais le ministre de la Santé, donc Monsieur François Braun en personne. Et d'ailleurs c'était très très sympa globalement là-dessus. Donc ce que je veux dire, c'est que quand même les frontières institutionnelles sont que de temps en temps encore un peu étanches, mais les frontières des dynamiques personnelles heureusement avancent de ce côté-là. Voilà, donc l'idée encore une fois de ces forums-là, voilà, c'est plusieurs regards, plusieurs expériences, et en gros les questions qu'on va vous poser, c'est qu'est-ce qui bouge, qu'est-ce que vous voyez bouger, qu'est-ce que vous avez globalement aussi fait bouger, voilà. Donc Sébastien. Sébastien, c'est à vous en premier, donc voilà. Merci beaucoup Anne-Marie pour cette introduction très dynamique. Et bonjour à toutes et à tous, donc Sébastien Denis, où effectivement j'ai créé la direction santé environnementale et à Santé publique France en 2019, donc typiquement dans le cœur du sujet aujourd'hui. Et la petite anecdote que vous avez faite sur la séparation entre Santé Expo et Préventica, j'allais la faire également parce que je ne suis un habitué ni de Santé Expo ni de Préventica, mais en arrivant je suis allé à Santé Expo et je me suis dit Préventica, on m'a dit c'est de l'autre côté de la passerelle, et donc je trouvais que c'était une introduction assez drôle en fait au débat qu'on allait avoir aujourd'hui. Donc évidemment pour moi et avec ma vision de santé publique, le travail est un déterminant majeur de la santé et s'intègre dans une acception beaucoup plus large de la santé environnementale, qui est bien sûr l'absence de maladie, mais au-delà, et c'est l'OMS qui le définit, le fait que l'on soit tous que l'on vive dans un bien-être qui est affirmé. Et donc il n'y a pas que la dimension de soins, bien sûr, mais il y a aussi la dimension de la prévention individuelle et la prévention collective. Et évidemment, dans cette optique-là, le milieu de travail constitue un déterminant majeur sur lequel agir. Alors, il y a le cadre institutionnel, je dirais, qui quand même a amené un certain nombre de frémissements en la matière. J'évoque par exemple la stratégie nationale de santé 2018-2022 qui pousse à favoriser le décloisonnement des différentes politiques publiques. Il y a des rapports préalables à la loi de santé-travail de 2021 du professeur Frima, par exemple, ou de la députée Lecoq, qui militait aussi pour un renforcement de la prise en compte de la santé publique dans la santé au travail. Et donc, finalement, ces frémissements institutionnels, portés également par le plan Santé-Travail 4, puisque explicitement dans ce plan Santé-Travail 4, le terme de santé publique, de changement climatique, de prise en compte des risques environnementaux sont mentionnés, avec des actions autour de la prise en compte des déterminants de la santé publique dans le milieu professionnel, en favorisant l'action des services de prévention et de santé au travail pour implémenter des actions de santé publique, donc ce qui constitue évidemment une révolution. Mais ces frémissements institutionnels ont bien sûr été amplifiés par la crise qu'on a tous connue de Covid-19, crise qui, évidemment, en premier lieu était une crise infectieuse, mais dans laquelle ont été intriquées des problématiques
très importantes de santé environnementale et de santé au travail. Si on prend l'exemple, et c'est en lien avec les data et les innovations, de systèmes d'information qu'on a pu monter en urgence pour essayer de repérer des clusters de cas de Covid-19 et qu'on associe à l'analyse de ces clusters les secteurs d'activité, on se rend compte en fait que les personnes qui ont été victimes, entre guillemets, de Covid-19 dans le milieu professionnel, ce sont des personnes en contact avec des publics et en particulier des publics fragiles, et que ce sont des personnes qui elles-mêmes sont défavorisées sur le plan social. Donc là, on voit un exemple de décloisonnement entre un outil de veille sanitaire et une analyse à des fins de connaissance ou de meilleure compréhension finalement des déterminants d'infection à la Covid-19 qui peuvent être utiles dans des outils de prévention ou dans le cadre d'autres crises infectieuses qui pourraient apparaître, puisque là on repère finalement des profils de métiers à risque, donc sur lesquels il est important d'agir. Et aussi, l'intérêt, c'est de voir le lien entre des données individuelles qui évidemment servent à suivre les personnes sur le plan de leur individu, de les soigner, vers des données à usage collectif pour essayer de repérer les déterminants de santé sur lesquels agir. Donc ça me semble être une prise de conscience finalement. Évidemment, on en était conscient, mais là, de plein fouet, cette crise et cette pandémie de Covid-19 a vraiment permis de remettre au centre du débat les notions de santé globale, une seule santé, santé planétaire, avec parfois des débats sémantiques qui effectivement sont intéressants, sont importants, mais qui ne doivent pas empêcher à l'action, puisque c'est bien ça qu'il faut mener. C'est une action qui puisse protéger la santé de la population, tenant compte de l'ensemble des déterminants, d'une part, et tenant compte aussi, ce qui est là aussi un challenge, des interactions entre ces différents déterminants. Si on prend par exemple des personnes qui ont été atteintes par la Covid-19, on voit que l'atteinte a été d'autant plus grave que ces personnes étaient déjà fragilisées par un certain nombre de pathologies, en particulier des pathologies chroniques, dont certaines sont elles-mêmes issues potentiellement de facteurs de risque environnementaux. Les personnes qui ont des fragilités respiratoires étaient plus à risque de développer un Covid-19 grave. De même, sur la question des inégalités sociales, et le concept de santé globale insiste aussi sur l'intérêt de faire attention et de prêter attention à ne pas creuser les inégalités sociales. Les personnes en situation de vulnérabilité, là aussi, étaient plus touchées par la Covid-19 et sont les plus à risque vis-à-vis de risques environnementaux. Donc là, on voit bien, à la fois sur le plan institutionnel et sur le plan de cette crise pandémique, si on peut parler de retour d'expérience, la nécessité vraiment de considérer cette dimension intégrée de la santé. Alors, cela doit inciter à l'action, comme je l'ai déjà dit, dans un contexte où les changements environnementaux sont massifs, majeurs, et lorsqu'on entend ou l'on parle de changements environnementaux, on pense bien sûr au changement climatique et aussi à d'autres facteurs qu'il ne faut pas oublier et qui peut-être sont un peu plus éloignés en termes de perception lorsque l'on s'intéresse à la santé au travail, c'est la perte de biodiversité. Le GIEC, donc plateforme d'expertise internationale sur le climat, et l'IPPES, son équivalent sur la biodiversité, se sont pour la première fois réunis ensemble au décours de la crise de la Covid-19 pour dire qu'il fallait absolument inventer des solutions qui permettent de lutter contre les effets combinés des changements climatiques et de la perte de biodiversité. Ces impacts de ces facteurs de risque sont vraiment objectivés dans la littérature scientifique. Le Lancet Planetary Health a publié en 2022 une estimation du poids que représentent les facteurs environnementaux sur la mortalité mondiale. C'est à peu près 9 millions de décès anticipés par an, ce qui en fait le principal facteur de risque, le facteur de risque environnemental, de mortalité au niveau planétaire, avec bien sûr un fardeau plus important sur les pays les plus fragiles ou les plus pauvres. Au niveau français, on a aussi des estimations de fardeau. La pollution atmosphérique qui engendre 40 000 décès par an, prématurés. Et chaque été, on le vit, et on le vit de plus en plus, la chaleur, puisque la chaleur est un risque environnemental majeur, voire le risque environnemental principal qu'on est tout à chacun à même d'éprouver, puisque l'an dernier, par exemple, c'est 78% de la population française, je ne sais pas pour les Suisses, mais qui a été exposée à la chaleur avec un excès de décès de 2800 décès
uniquement pour des périodes de vagues de chaleur de plus de 3 jours. Donc on voit le risque important que constitue cette chaleur et que bien sûr les travailleurs sont soumis à ce risque avec la difficulté qu'on n'arrive pas encore aujourd'hui à estimer le fardeau sur les travailleurs de ce risque chaleur. On parle aujourd'hui aussi du risque sécheresse. Alors là aussi, c'est peut-être un peu plus éloigné, mais les problématiques de sécheresse peuvent avoir des incidences sur la sécurité des process industriels ou de certaines industries. Et donc, ça doit être aussi un élément à considérer au regard de ces enjeux de santé globale. D'ailleurs, le ministre de la Transition écologique a présenté des scénarios pour l'adaptation à échelle 2100 avec un choix très pessimiste de plus 4 degrés et donc avec une consultation ouverte sur les scénarios d'adaptation à adopter pour faire face à ces scénarios pessimistes. Et donc là, il me semble que le milieu du travail a intérêt à s'exprimer au titre de cette consultation. Je vois que le micro est pris, donc les enjeux d'innovation. Donc bien sûr, agir dans cet enjeu de santé globale nécessite d'innover, déjà de décloisonner les politiques publiques et de faire en sorte que chaque acteur, en particulier les acteurs économiques, s'approprie ces enjeux. Donc ça passe certainement par des actions de formation, de sensibilisation et bien sûr d'activer la RSE comme finalement levier pour également augmenter la capacité d'adaptation des acteurs économiques. Ensuite, il y a un enjeu important sur les data, puisque croiser les données, alors évidemment, il faut déjà qu'on ait de la donnée, donc ça veut dire de la donnée en santé-travail, donc ça veut dire consolider les systèmes de surveillance qui existent et qui sont loin d'être parfaits, de manière à pouvoir augmenter le corpus de données disponibles sur les données de santé au travail, mais aussi de faire en sorte que ces données santé au travail puissent être partagées avec des données de santé plus larges, qui sont des données de santé publique en fait, et donc derrière, ça peut être simple, mais ça nécessite que ces bases de données soient interopérables. Par ailleurs, si on veut relier ces enjeux aux enjeux de santé globale, il faut qu'on puisse également rendre interopérables ces bases de données santé avec d'autres bases de données qui constituent plutôt le corpus de connaissances ou qui rassemblent les corpus de connaissances sur des indicateurs de l'environnement. Par exemple, on parlait de climat ou de température et on pourrait imaginer qu'on travaille de manière un peu plus approfondie sur le lien entre le risque thermique et la morbidité dans le milieu professionnel, qui aujourd'hui est encore assez difficile à établir. Grand merci à Sébastien, parce qu'on voit bien la pluralité à la fois des déterminants, des multicritères sur ces questions, et merci de souligner ça. Je reprendrai le truc sur la chaleur. Moi, j'avais regardé l'été dernier, par exemple, ce qu'étaient les impacts en logistique. Alors, dans les hôpitaux, je crois que vous pourrez nous en dire beaucoup là-dessus, mais dans les logistiques et notamment à la fois dans les transports et dans les hôpitaux, dans les entrepôts, c'était quelque chose de juste évident sur lequel il y a en fait très peu d'études. Hein, donc vraiment, vous avez raison. Donc merci de nous souligner toutes ces convergences et en même temps de les faire agir, parce que l'objectif il est non seulement de savoir. Donc vive les data et merci de ce que vous dites sur leur convergence, mais aussi vive l'action derrière. Alors, Dr Anne-Carole Bensadon, vu avec votre point de vue qui est loin d'être celui de l'épicycle de Mercure d'en haut, mais qui est vraiment au quotidien, avec aussi tout ce qui peut remonter comme problématique aiguë, au moins celle dont vous pouvez parler, parce que j'imagine que vous pouvez pas parler de tout. Voilà, à la fois votre regard et votre sentiment aussi sur les évolutions, même depuis qu'on a commencé, je veux dire, les 3-4 ans, là, qu'est-ce qui est marquant? Voilà, alors c'est exactement la logique dans laquelle j'avais prévu un peu cette petite intervention comme vous en avez parlé, parce que je me suis dit que, bon, on va parler innovation, mais ça n'empêche pas de réfléchir un peu sur l'historique et finalement, cette première un peu aventure avec vous, quand vous m'avez proposé de venir parler devant le cercle d'un rapport, pour moi c'est un sujet qui était honnêtement assez nouveau, hein, que je connaissais pas beaucoup, qui était la santé au travail. Bon, j'avais juste quand même, pour dire les choses en réalité, j'étais quand même personnalité qualifiée au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, donc je l'approchais par cette voie-là. Mais c'est quand même très différent de le voir sous l'ensemble finalement de ces dimensions. Et donc j'ai essayé de réfléchir un peu pour ici, de me dire, finalement, depuis quand est-ce qu'à l'IGAS on réfléchit à ces questions d'articulation, santé-travail, santé publique, et finalement comment est-ce qu'on l'a fait? J'ai remonté... Attendez, j'ai une question technique. Jean-Loup, tu dis quoi sur la tenue du micro?
Alors, est-ce que vous pourriez, le mieux, c'est le vieux système sur le menton. C'est ce que je fais. Parce que si je peux me permettre, si vous le mettez devant la bouche, c'est mauvais pour la photo, pardon. Oui, oui. Voilà. Et sur le menton, c'est le mieux, pardon. Ok. C'est bon? Merci, Jean. Ouais. Ok, ça, parfait, merci beaucoup. Donc en fait, la première fois où on s'est vraiment intéressé de cette manière-là, d'une manière un peu articulation santé publique, santé-travail, c'était finalement en 2014, donc c'est finalement assez ancien, et on avait pris le parti de prendre un peu des pathologies traçantes, notamment ou des expositions traçantes, travailler sur ce qui était nanoparticules, ce qui était certaines maladies chroniques, et on essayait de voir un peu par rapport à ça, comment ça s'articulait dans la vraie vie des gens. Finalement, si je prends quelqu'un qui a cette pathologie-là, comment je peux tracer ça? C'est quoi sa vie? Qu'est-ce qu'elle rencontre? Qui sont ses partenaires avec qui elle va pouvoir discuter? Et sur qui elle va pouvoir se tourner? Bon, on était tombé finalement sur des questions assez connues des connaisseurs, enfin pas de moi en tous les cas à l'époque, mais enfin, et sur lesquelles je vais quand même dire qu'on a avancé, parce que sinon on serait quand même très triste, donc je vais dire qu'on a avancé, non mais je le pense quand même, qui est toute l'articulation, mais il y a encore évidemment des choses à faire, c'est comme on dit, beaucoup a été fait et beaucoup reste à faire, et donc c'est toute la logique d'articulation notamment entre le médecin du travail, le médecin traitant, et puis le médecin de la sécurité sociale qui va devoir faire les contrôles, enfin la place des différents interlocuteurs les uns par rapport aux autres. Et puis on a beaucoup parlé de médecins, mais très vite l'évolution c'était de dire, dans le système de santé, quand on regarde ailleurs et puis même quand on réfléchit un peu, il n'y a pas que les médecins. Et très vite on a commencé à réfléchir pour dire, finalement il y a d'autres professionnels de santé qui peuvent avoir un rôle. Ça a été toutes les questions autour, et l'IGAS a beaucoup travaillé dessus, de la profession infirmière, des évolutions, d'infirmière pratique avancée, donc ces différentes questions-là. Après, donc, on a ciblé plus particulièrement sur une recherche qui était de dire, enfin une recherche un peu action, comme on fait à l'IGAS, et en allant vraiment sur le terrain, en prenant une thématique qui était une thématique inusuelle. C'est-à-dire, c'était les maladies cardiovasculaires. Alors, tout le monde nous a regardé un peu de travers en disant, mais enfin, vous pouvez pas prendre cancer, pourquoi vous voulez travailler sur maladies cardiovasculaires? Et on a insisté en regardant que d'un point de vue épidémiologique, donc on avait pas mal de données assez intéressantes. Vous avez parlé de la chaleur, donc il y avait des éléments très structurants qui montraient que finalement, les gens qui étaient exposés à beaucoup de chaleur avaient des risques beaucoup plus forts de faire des maladies cardiovasculaires avec des conséquences assez tragiques, finalement, des pertes de chance importantes parce que c'était pas toujours repéré. Donc, on voyait bien que cette question de la prévention, elle était importante, mais on voyait aussi que, et ça a été évoqué tout à l'heure, que en fait, les gens qui en plus avaient d'autres facteurs de risque, pour eux, c'était encore plus ennuyeux, et donc les risques de finalement d'avoir un impact très indésirable et un effet très négatif sur leur propre santé de, par exemple, cette augmentation de chaleur étaient liés certes à l'exposition qu'ils allaient avoir dans le milieu de travail, mais pas que, parce qu'en fait il y avait d'autres facteurs de risque qui étaient leurs facteurs de risque propres, qui faisaient qu'ils avaient finalement des risques plus importants et que probablement que la démarche de prévention aurait pu être orientée différemment. Cette première question qui peut paraître finalement assez simple, quand on connaît moins bien, après, on a amélioré, je dis pas l'IGAS, parce que l'IGAS a une grosse antériorité, donc je ne vais parler que moi dans le domaine, mais donc j'ai profité de la connaissance de mes collègues assez aigus dans cette partie-là, parce que comme vous l'avez dit, je préside le collège santé de l'inspection générale des affaires sociales, mais on est en lien quand même très étroit avec le collège qui travaille sur tout ce qui est travail, emploi, formation professionnelle, et donc c'était intéressant de voir ces articulations par rapport à ça et de voir comment on pouvait évoluer, et finalement est-ce que c'est facile de faire bouger les choses. Alors on avait beaucoup de questions qui étaient de dire finalement comment est-ce qu'on peut articuler, mais finalement quand on le dit ça suffit pas, parce que concrètement sur le terrain c'est bien, tout le monde est d'accord quand on fait une conférence, je parle pas d'ici mais je veux dire voilà, je peux faire une conférence avec des gens tous très autorisés, tout le monde dit oui c'est très bien, vous avez raison, il faut une santé globale, oui c'est important, au revoir, et puis après sur le terrain quand on va, finalement c'est très différent d'un endroit à l'autre, si je peux. Alors parce que nous à l'IGAS la manière de faire c'est qu'on n'est pas, vous l'avez dit tout à l'heure, on est beaucoup moi, j'ose le dire, ça ne me dérange pas du tout. Ras des pâquerettes, c'est pas grave du tout. Je pense pas qu'on puisse réfléchir à des améliorations de système si on les regarde du haut et si on pense que ça doit être une démarche top-down. Donc, il faut évidemment parler de la base. Pour vous poser une question de ce côté-là. L'IGAS, je pense à la différence, par exemple, de la Cour de cassation. Vous vous saisissez vous-même de vos propres problèmes. Comment ça vient? Alors, comment ça vient? Alors, justement, la mission dont je viens de vous parler, elle est un peu originale. C'est effectivement, vous avez raison, une saisine propre de l'IGAS. C'était une saisine du programme de travail. On a à l'IGAS une proportion pas forcément importante, mais ça dépend ce qu'il y a comme autre type de sujet. Vous voyez, l'année du Covid,
comment dire, il n'y a pas eu de place pour le programme de travail. On a tous été rebalancés sur des travaux qui étaient propres au Covid et parfois assez éloignés de nos métiers initiaux, enfin qu'on savait faire, hein, parce que il s'agissait de travailler sur ces questions-là. Donc il n'était pas question d'avoir des réflexions, même si elles auraient été très intéressantes. Hein, il fallait pouvoir se redéployer. Donc c'est un mixte en fait. Il y a une partie plus importante qui sont les saisines ministres, mais on a une partie programme de travail et celle-ci justement faisait partie du programme de travail et donc elle a été acceptée. Cela dit, le programme de travail, on le présente en interministériel, puisque donc c'est une inspection interministérielle, hein, avec plein de ministres. Alors je ne peux même pas les citer tous, donc ça ne se fait pas du tout. Mais enfin bref, toujours est-il que on passe un peu en revue nos programmes et on dit ben voilà, vous pouvez y aller sur telle ou telle mission. Celle-ci était une mission du programme de travail, mais on en a eu d'autres. Alors je crois qu'elle est aussi du programme de travail celle-là, mais c'est pas un biais, hein, c'est parce que enfin c'est un biais, je veux dire plutôt parce que de fait je les ai choisis moi parce que très en lien avec cette thématique très précise. Il y a eu un rapport que je trouvais assez intéressant et pareil, qui partait vraiment du terrain sur comment on pouvait prévenir la désinsertion professionnelle. Et ça, c'était vraiment très intéressant leur manière de faire parce que très vite, ils ont commencé à toucher à des sujets autour de la prévention primaire. Donc évidemment, la prévention des risques professionnels, la prévention primaire, c'est quand même la logique de... Enfin, disons que... on peut avoir beaucoup d'idées sur l'importance d'une santé qui associe à la fois une prévention sur les facteurs de risque individuels et les facteurs de risque professionnels. N'oublions pas quand même qu'il est quand même indispensable d'avoir un effort nourri sur tout ce qui est la prévention des facteurs de risque professionnels, que ce n'est pas un sujet anodin, que les travaux de Santé publique France et donc du département de mon voisin sont extrêmement précieux pour travailler et pour aller vers ces travaux-là, et qu'aujourd'hui, de même qu'on parle beaucoup de l'exposome dans d'autres domaines, moi j'ai travaillé sur l'évaluation du plan cancer, évidemment on parle beaucoup de la notion d'exposome, c'est pas seulement l'exposition à un facteur, c'est la même chose, c'est-à-dire que quand on approche ces questions autour de la prévention, on peut pas aujourd'hui quand on travaille, enfin on peut toujours, mais je veux dire, en tout cas, pour la personne dont on va s'occuper, c'est probablement plus intéressant d'avoir une démarche sur laquelle on répond au mieux à ses besoins et à ses attentes, donc on le connaît au mieux, pour pouvoir avoir quelque chose d'adapté. Mais ça veut dire qu'on a aussi une connaissance sur l'impact des facteurs et l'intrication des facteurs les uns avec les autres, ce qui n'est pas quelque chose forcément d'évident. Par exemple, on a mis du temps avant de voir que le tabac, c'était un facteur qui était... un cofacteur au niveau de l'amiante, mais parce qu'au début il y avait beaucoup de discussions pour dire non, c'est pas l'amiante, l'exposition à l'amiante, c'est l'exposition au tabac. Donc il y avait une démarche en plus très très motivée par des intérêts financiers quand même assez importants. On peut s'imaginer de l'enjeu, hein, qui a fait que voilà. Donc de fait, cette connaissance, la connaissance scientifique, nous évidemment on est toute la journée sur les travaux de Santé publique France. Faut dire ce qui est. On est donc assez dépendant, mais c'est la vérité. Alors dans ce domaine-là, y compris dans le reste, hein, parce qu'on peut pas travailler sans données. C'est-à-dire que donc le côté épidémiologique, c'est un côté qui est très intéressant. Et le côté épidémiologique au sens large, il va assez loin, c'est-à-dire qu'il va assez loin quand on parle des questions épidémiologiques. On peut aller sur les facteurs de risque qu'on a bien en tête, y compris de la génétique, des facteurs de risque physique, de risque chimique, tout ça, tout le monde a bien en tête. Après, évidemment, la question organisationnelle et la question du changement. Vous avez parlé d'innovation, l'apport des nouvelles technologies, leur impact dans les deux sens. Qu'est-ce qu'on fait la proximité au robot pour l'individu, qu'est-ce que ça veut dire, mais aussi l'apport qu'il y a sur tout ce qui est la partie exosquelette, enfin que vous connaissez mieux que quiconque ici. D'ailleurs, moi, j'ai appris beaucoup en écoutant vos conférences. Donc voilà, merci. Et quand on voit tous ces éléments-là, c'est-à-dire, on comprend bien que cette logique globale, elle n'est pas si évidente à avoir. Si je peux me mettre l'intérêt, c'est pour ça que vos institutions tous les deux sont très exemplaires, c'est que c'est pas que j'allais dire c'est pas du tout une parole politique en l'air, c'est vraiment des choses qui sont fondées sur de la recherche et justement des données épidémiologiques tout à fait profondes. Je vous laisse encore 1 minute et demie si je peux me permettre. Je vais aller très vite, moi. Donc juste pour redire que les assises du travail ont accordé une importance majeure à tout ce qui est équilibre entre temps de vie personnelle, santé au travail, et sur comment on pouvait accélérer le passage d'une logique de réparation à une logique de prévention en matière de santé au travail. On parle de santé physique, d'accidents du travail, mais également tout ce qui est autour de la santé mentale, et ça c'est un point qui est très important. Et puis alors, pour terminer, je vais oser un parallèle, parce que moi, vous me connaissez, je ne vais pas m'arrêter... Voilà, on va regarder ce qui se passe un petit peu ailleurs quand même. Enfin ailleurs, dans le domaine de la santé. Aujourd'hui, les différents acteurs vont reconnaître que la question de l'expérience patient, c'est d'un appui qui est extrêmement important pour prendre en charge les personnes et que c'est vraiment quelque chose qui a permis beaucoup d'amélioration dans ce domaine. C'est quoi l'expérience patient? C'est-à-dire qu'on va prendre en compte les interactions et les situations vécues par une personne et son entourage
au cours de son parcours, mais c'est-à-dire que c'est pas la personne uniquement la personne malade en tant que telle, on la voit dans sa globalité, dans son parcours de vie, et donc deux personnes avec une pathologie identiques, peuvent avoir des besoins parfaitement différents et des attentes, des besoins, un parcours qui va ne pas être le même, et la réponse qu'on va leur apporter, elle doit être adaptée par rapport à ça. Donc, si on réfléchissait aussi à une approche globale en termes de prévention, ce qu'on a envie tous d'avoir, on pourrait avoir cette même logique et de dire, finalement, je vais prendre en compte les besoins et les attentes de la personne qui travaille, je vais travailler avec elle à quelque chose de construit en termes de prévention, un peu comme on travaille autour des projets de soins, je vais travailler cette question-là avec elle, et ça peut probablement se faire. Et donc, finalement, c'est quelque chose qui pourra être probablement plus positif. Je reprends la question autour de l'impact de la crise sanitaire, qui a été un facteur marquant, et je vais terminer par ça. On voit bien, et d'ailleurs le rapport récent des assises du travail a montré que ça a renforcé un besoin d'autonomie, de confiance et de reconnaissance quand on est au travail, d'avoir une reconnaissance par rapport à ce qu'on fait, par rapport à son travail et par rapport à son positionnement en général. Si on veut avoir cette approche globale en termes de prévention et pour qu'elle puisse fonctionner, au-delà de ce qu'on va pouvoir décréter, alors bien sûr il y a tous les côtés organisationnels, les différents acteurs, comment on peut leur donner une place chacun par rapport aux autres, mais il y en a bien un qui est quand même très central et je pense que c'est quand même bien je trouve qu'on a beaucoup amélioré ça dans le champ de la santé, On voit l'expérience patient, c'est quelque chose de très significatif par rapport à ça, mais il faut aussi que pour être dans une approche globale vraiment partagée, on puisse être vraiment dans cette dimension de confiance, y compris au sein de l'entreprise, et qu'on puisse finalement arriver à parler des facteurs de risque qui ne sont pas les facteurs de risque professionnels, sans se trouver paradoxalement dans une situation de risque au travail. Voilà. Merci et bravo. Effectivement, la question de la confiance, je veux dire que ce soit au sein à l'intérieur même des organisations, et c'est pas votre voisine qui vous dira le contraire, ou aussi dans les institutions, c'est un truc qui est très important. Merci Anne-Carole de nous souligner ça. Effectivement, parce que moi je rebondirais juste sur ce que vous avez dit sur notamment l'expérience patient. Je trouve que ce qui a beaucoup bougé ces 4 dernières années, je dirais aussi bien dans l'interne des structures que vis-à-vis justement du soin et des patients, c'est cette prise en compte et cette parole qui est donnée ou de façon ouverte et pas trop systématiquement bâchée, si on peut dire, par questionnement là-dessus. Merci. On va reprendre tout ça. Après, maintenant, justement, Floriane, si vous voulez bien, donc la transition était tout à fait nécessaire. Oui, il faut que ce soit vert et il faut mieux se le poser sur le menton, comme des ducs. Donc Floriane Delsen est donc à la tête, à la quasi-tête, enfin à la double tête de l'hôpital Foch, et donc avec finalement, j'allais dire, non seulement les deux publics qui sont à la fois les patients, mais en même temps, je crois, c'est 5000 soignants, je sais pas combien vous avez. Non, 2004. 2004, dont 300 médecins. Voilà, plus, j'allais dire, tout ce qui gravite autour, comme co-intervenants qui n'ont pas le statut, puisque c'est maintenant un peu et puis vous avez les familles, l'environnement et l'ensemble, et voilà. Donc, à vous, comment vous voyez, vous vivez et vous organisez les choses, aussi bien pour vos propres troupes, avec, j'allais dire, les répercussions RH et les répercussions de cornac des équipes, si on peut dire, voilà, à vous. En tout cas, je remercie ma voisine de droite effectivement des propos qu'elle a tenus, parce que ça fait une transition par rapport à ce que je voulais dire. Alors, comme vous le disiez, je viens plutôt du milieu de l'hôpital public au départ. Je suis depuis 30 ans dans les hôpitaux, et donc je vois un peu l'évolution j'ai été beaucoup dans des fonctions RH. C'est vrai que pendant très longtemps, on s'est préoccupé des atteintes physiques du travail qui, effectivement, physiquement est assez lourd dans les hôpitaux. Vous avez parlé de la chaleur, je parlerai aussi du bruit. Quand on est dans un service de réanimation, la charge que représente le bruit, ce sont aussi des contraintes très fortes. Le soulèvement, donc avec tout ce qu'on a pu mettre en place sur la prévention des TMS. Maintenant, ce que je ressens et ce qu'on voit de plus en plus, et ce que les personnels disent, puisqu'on fait des enquêtes QVT, comme on dit, c'est que le sujet de la santé au travail, dans le milieu hospitalier, alors bien sûr, il y a des pathologies physiques, mais porte beaucoup sur l'ambiance de travail, la reconnaissance, la valorisation du travail et le sens au travail.
Et j'entendais, alors j'ai peut-être pas bien retenu l'étude dont il s'agissait, mais je crois que c'est un des organismes de prévoyance qui ont mis en évidence que désormais, dans la France entière, la première cause d'arrêt maladie, c'est le risque psychosocial. Et à l'hôpital, a fortiori, d'ailleurs je remercie le docteur Amiel et Sabrine Berada du service de santé au travail qui feront une intervention dans 2 jours d'être là, parce que tout ce que je vais dire, bien sûr, c'est des choses qu'on a construit ensemble et grâce à elles. Et grâce à elles, parce qu'elles ont cette approche globale de la santé au travail. Et je les remercie d'être présentes. Voilà. Donc ce sujet-là, ça nous a donné à énormément réfléchir sur nos modes de management. D'autant plus qu'on assiste à des départs massifs de personnel qui ne se reconnaissent plus dans le modèle hospitalier. Alors pas parce que ça n'a pas de sens, parce que c'est pas intéressant, mais parce que y a une série de contraintes et il y a le fait que l'hôpital a un côté, excusez-moi, enfin je vous prie d'excuser du terme, mais un peu industriel, malgré tout, dans ces process de travail, et les gens, des fois, ont l'impression d'être noyés dans la masse. Et de ne pas, que leur individu n'est pas reconnu et de ne pas pouvoir s'exprimer. Donc ce qu'on a essayé de mettre en place à l'hôpital, bon c'est pas forcément, je ne dis pas qu'on a la clé, mais en tout cas, déjà, première philosophie, et c'est que on ne dissocie pas l'expérience salariée de l'expérience patient. On a une direction de l'expérience patient et on travaille ensemble, entre DRH et direction de l'expérience patient, sur finalement le personnel soignant va trouver du sens et va trouver de la satisfaction quand l'expérience patient est bonne et qu'ils ont eu l'impression d'apporter leur pierre dans l'amélioration de la santé ou l'amélioration du moins de la prise en charge du patient. Alors ça se traduit par plusieurs choses. On a mis en place ce qu'on appelle un living lab où personnel et patients se retrouvent pour construire ensemble des choses. Par exemple, ils ont construit ensemble l'amélioration de l'accueil au service d'imagerie et du parcours au sein du service d'imagerie. Donc c'est des expériences sur lesquelles on a des retours très très positifs des 2 côtés. Deuxième chose, on est en train de diffuser dans tout l'hôpital ce qu'on a appelé une démarche participative, c'est-à-dire qu'on met en place dans chaque service des réunions spécifiques qui sont pas très longues, hein, ça dure 1 heure, peu importe si c'est pas toujours les mêmes qui viennent parce qu'avec les roulements c'est des choses qui sont compliquées, où les gens doivent résoudre des problèmes de leur service qui les irritent profondément. Ils choisissent le thème, et alors ce qui nous a beaucoup surpris, enfin ce qui nous a surpris, non, je sais pas si ça doit surprendre, mais en tout cas, c'est qu'ils ont choisi à chaque fois des thèmes autour du patient. C'est pas des sujets sur leurs conditions de travail personnelles propres, c'est le patient. C'est par exemple, ils sont pas contents, et d'ailleurs c'est une aide-soignante qui a dit ça au départ, on n'est pas content de l'organisation de la sortie du patient. Ça va pas, voilà. Et ils ont travaillé là-dessus, et donc ça on le diffuse dans tout l'hôpital. On a aussi mis en place ce qu'on a appelé des challenges sur l'expérience patient. Pour que parce que un des points de l'ambiance d'équipe, enfin de l'ambiance au travail, c'est l'esprit d'équipe en fait. C'est comment une équipe va vivre ensemble et travailler ensemble et être avoir un bien-être dans son équipe. Et donc le challenge, ça consiste à trouver des innovations pour dans le service pour les patients. Donc il y a eu plusieurs gagnants, mais un des gagnants c'était dans le service de cancéro. Ils ont fait un bar où ils font des jus de fruits avec des fruits mélangés qui permet aux patients de retrouver un petit côté sympa parce que c'est un bar. Pas d'alcool, bien sûr, et avec des choses qui sont bonnes et nourrissantes pour des patients qui souvent sont dénutris. Et c'est le service qui a monté ces expériences-là. Donc, on a aussi, bien sûr, développé tout ce qui touche au conflit dans les services, parce que on s'aperçoit qu'effectivement, une des causes du mal-être, c'est le conflit interpersonnel. Donc Sabrine Berada qui est présente ici, qui est psychologue du travail et qui maintenant a évolué puisqu'elle est directrice de notre centre de prévention et santé, a beaucoup travaillé là-dessus et avec une approche
le travail n'est pas mauvais en soi. Le travail est formateur, le travail est source d'épanouissement, mais il faut apprendre simplement à vivre ensemble et à régler ces conflits de façon à se dire voilà quel est le sens de mon travail et comment je m'accorde au mieux avec mes collègues pour mener à bien ma mission. Et c'est aussi le sens d'une formation qu'on met en place dans tous les services qui s'appelle Processcom, où on apprend aux gens à en fait travailler ensemble et faire en sorte que même des personnalités différentes peuvent collaborer et aller au-delà des conflits. Donc voilà un petit peu tous ces éléments. Alors, sur le sujet de la santé au travail, il y a un sujet pour le coup où je n'apporte pas de solution, mais plutôt où je pose un sujet qui est très très compliqué. Bien sûr, il y a la conciliation entre la vie professionnelle et la vie privée qui en région parisienne est particulièrement difficile puisque souvent les gens habitent loin et ont des conditions de logement qui sont plus compliquées qu'en dehors de la région parisienne. Non, le gros sujet actuellement sur lequel on bute, c'est le travail de nuit. Parce qu'un hôpital ne peut pas faire autrement que faire travailler son personnel de nuit. Les derniers événements vont dans le sens de le travail de nuit n'est pas bon pour la santé, peut provoquer des cancers, mais voilà. Et on est face au fait qu'on n'a plus... C'est vrai que les patients n'arrêtent pas d'être malades la nuit. Voilà. Et on n'a plus de candidats pour la nuit. Ça fait à peu près 1 an que nous, on n'a pas une seule candidature infirmière pour la nuit. Et comme il y a des postes partout, et que les infirmières ont l'embarras du choix, et que petit à petit, nos équipes de nuit... Donc on a commencé à travailler avec les équipes de nuit, au moins pour les fidéliser. À défaut d'arriver à recruter, les fidéliser. Donc la démarche participative, on l'a aussi faite avec les équipes de nuit, pour réfléchir à la charge de travail, avec la médecine du travail sur des sujets de prévention, parce que je pense que c'est un sujet de recherche extrêmement important, est-ce qu'il n'y a pas des mesures de prévention du risque de nuit qui existent, qui est avéré, sur la santé? Est-ce que l'alimentation, la nutrition, le sommeil, on a mis en place des formations là-dessus, et la médecine du travail a fait un énorme travail de conseil auprès des personnels. Donc je pense que s'il doit y avoir des programmes de recherche, c'est notamment sur ce problème du travail de nuit qui est un sujet extrêmement épineux. Dernière chose, donc le centre de prévention pour les personnels de santé qu'ont monté Carline Amiel et Sabrine Berada, qui a ouvert il y a 2 mois, et pour nous quelque chose d'extrêmement important puisque c'est un centre qui est dédié au personnel, qui est dans l'Institut Lynn Renault, qui a été inauguré donc par Lynn Renault, et qui jouxte le service des soins de support de cancérologie, donc avec toujours cette idée qui n'est pas dedans, mais qui est à côté et qui permet une perméabilité, qui est juste en face de l'hôpital, mais pas dans l'hôpital, et qui permet de prendre en charge totalement un personnel de la tête aux pieds en faisant un bilan complet sur le temps de travail. Avec des choses assez novatrices, les gens ressortent avec leur sommeil orthopédique, et c'est vraiment une vision globale de la santé. Mais je veux pas déflorer le sujet, puisqu'elles doivent le présenter, elles le présenteront beaucoup mieux que moi. Mais l'idée derrière, c'est que pour que nos personnels prennent soin des patients, il faut déjà qu'ils prennent soin d'eux, et on s'aperçoit, Carline le dirait mieux que moi, que les cordonniers étant les plus mal chaussés, les personnels soignants sont très mal suivis et se soignent très mal. Et en plus ne sont pas dans cette culture. Donc pour nous c'est un projet qui a vu le jour, qui est extrêmement important et qui aussi s'inscrit dans des sujets de recherche. Donc toutes les questions que je posais, notamment sur l'impact des ambiances de travail, du travail de nuit, ça va nous permettre aussi du bruit, de la chaleur, ça va nous permettre aussi de, en tout cas, avancer sur ces sujets.
Merci à vous et rendez-vous jeudi alors si vous avez envie, jeudi matin pour regarder ça de plus en plus, de beaucoup plus près. Merci et merci Florian. Je veux dire que là, je dirais que l'optique globale, je peux me permettre, ce qui me frappe sur ce que vous dites là, c'est aussi sur la diversité des rôles. C'est-à-dire que vous regardez autant les patients que globalement les soignants. Vous regardez les choses avec, je dirais, cette prise en compte aussi des rythmes et des rythmes nocturnes. Là, on peut pas arrêter finalement effectivement les soins. Et donc c'est des choses tout à fait importantes. Alors et vous nous parlez effectivement et des soignants et des infirmières. Alors on a, je vais dire, la chance d'avoir la grande prêtresse, si on peut dire, mais qui est médecin quand même, de l'école, de l'Institut et Haute École de la Source, donc en Suisse, et vous dirigez aussi, Dominique, le laboratoire d'innovation de ce côté-là. Alors, je dirais, toutes ces contraintes multiples vers une santé globale, comment vous les voyez? Puis on regardera tout à l'heure avec Alain Toledano, si justement il y a pas des réponses aussi sur les questions que se posait Florian tout à l'heure. Alors à vous, si vous voulez bien. Écoutez, déjà un grand merci pour l'invitation. Merci à vous d'avoir planté le terrain. Écoutez, je vais essayer de vous amener un petit peu plus loin, donc dans le pays helvète. Alors, je suis pas tout à fait, je suis franco-suisse. J'ai fait mes études à l'hôpital de Cochin. Et puis j'ai commencé ma carrière comme médecin réanimateur au SAMU et puis chez les Brûlés. Puis là, j'ai fait le constat quand même, fichtre. Chaque fois qu'on intervenait, on aurait peut-être pu éviter ça. Ça, c'était le premier constat. Puis un deuxième constat, mais qui va s'en occuper pendant les 30 ou 40 ans après? Classiquement, un accident vasculaire cérébral, pour un médecin réanimateur, ça prend 48 heures maximum. Puis après, c'est 30-40 ans de vie. Et qui va s'en... la solution, elle était là, elle était devant mes yeux, c'était les infirmières. Donc, je me suis dit, comment on peut faire ça? Comment on peut faire que ça évite et puis que surtout après ça soit cohérent et puis que la suite soit en faveur des patients et puis de ses proches. Donc je dis que le jour où on me proposerait d'aller m'occuper de cette partie-là et puis de rendre ce corps professionnel tout à fait adapté aux enjeux présents et futurs, je le ferai. Et puis en plus, soit dit entre nous, il y a quand même 80 infirmières pour un médecin à travers le monde. Donc le volume fait que normalement on devrait arriver à faire quelque chose de pas mal si on s'occupe d'eux. Alors ça c'était pour vous dire ce qui m'a fait passer donc la frontière. Et puis j'ai eu la chance d'arriver dans une école, c'est la première école laïque au monde, donc c'est une vieille dame, elle a 164 ans. C'est une vieille dame qui est née de la volonté d'une femme que les infirmières n'aient pas à revêtir le voile. Donc cette laïcité a imposé des contraintes. Du coup, les diagonaises avaient fermé tous les terrains de stage. C'est ainsi que les soins à domicile sont nés à la source. Elles ont pu aller sur tous les fronts de guerre étant laïques. Donc c'est ainsi aussi également que les médecines de guerre, enfin l'infirmerie de guerre est née. Et dernier point et non des moindres, vu qu'elles étaient auprès des patients chez eux, l'éducation thérapeutique est née aussi à ce niveau-là. Voilà, c'est pour vous dépeindre un petit peu. Donc c'était une maison qui était génétiquement programmée pour faire de l'innovation. Donc quand j'y suis arrivé il y a 10 ans, il n'y avait pas... Voilà, mon challenge était de taille, c'était c'est-à-dire de redynamiser tout ça. Alors je suis arrivé dans un paysage que je pensais idyllique et alors je vais peut-être là pas faire plaisir, je sais pas, enfin ou désillusionner certains. Il faut savoir que la Suisse est le pays qui a gagné en années de longévité le plus d'années ces 10 dernières années. Donc on a de très très vieux Suisses, mais on a de très vieux Suisses en très mauvaise santé. C'est-à-dire qu'une petite fille qui naît à l'heure actuelle a jusqu'à 22 ans d'années en mauvaise santé sur ses dernières années de vie. À votre avis, pourquoi? Parce que la prévention est inexistante. On a un delta entre les 5% les plus riches et les 5% les plus pauvres de 10 années de vie perdues. Également, on est dans une prévention qui n'est pas adaptée et qui n'est pas adaptée aux besoins et aux compétences pour les acquérir. Donc c'est un pays qui est plein de contrastes à ce niveau-là. C'est un petit peu choquant, mais c'est pas un peu choquant, c'est simplement parce qu'on retrouve ce qu'on retrouve dans tout le monde entier. C'est-à-dire qu'on a une santé, vous avez dit silotée,
Effectivement, il y a les voies sont complètement imperméables. Vous avez des silos de professionnels, donc les médecins, les infirmiers, les physios, tout ça. Mais c'est aussi complètement siloté avec d'autres professions que l'on aurait besoin. Et dans le cadre de mon laboratoire d'innovation, j'essaye de décloisonner. Je vais vous expliquer après la démarche. On a tout ce qui est ingénieur, tout ce qui est économiste, tout ce qui est voilà, toutes les autres métiers sont complètement dans des voies parallèles et ne communiquent jamais. Donc ça fait une santé qui est silotée. Ça, c'est le constat que l'on fait à peu près partout. J'allais dire, c'est une médecine comme partout qui est saucissonnée. On fait des tranches de patients. Donc il y a celui qui s'occupe à l'extrême du pouce de la main gauche uniquement. On a des cardiologues, des radiologues, des radio-oncologues. Donc tout est saucissonné, ou alors on fait par âge, on fait pédiatrie, on fait gériatrie. On n'a plus cette vision globale qui fait que c'est assez compliqué d'avoir ce serait-ce qu'une image globale de ce qui se passe maintenant et de ce qui va se passer après. Le chirurgien qui opère, on va prendre un exemple. Tiens, vous faites une méchante plaie de votre main dominante, main droite, en passant à travers une baie vitrée. Alors je vous dis ça parce que c'est arrivé à mon papa. En passant une baie vitrée. Bon, vous avez le même chirurgien de la main. Ok. Sauf que le devenir, il est complètement différent. Vous êtes maître horloger dans la vallée de Joux. Bon, en Suisse, il faut savoir que l'assurance professionnelle des artisans, elle est vraiment pas compétitive, elle est vraiment pas adaptée. Il y a de grandes chances qu'il perde son emploi et qu'il passe dans une fonction qui est une fonction d'invalidité. Pour son travail, c'est juste une épreuve. Et pour toute la vallée, c'est une épreuve parce que les maîtres horlogers, il faut savoir qu'il faut une trentaine d'années pour devenir un maître horloger. C'est fini, et c'est fini pour toute la filière qui est autour de lui. Pourtant, c'est la même main, c'est le même chirurgien. Ok, vous avez la même main, vous êtes banquier à Genève ou à Zurich. Bon, là, tout se passe bien. Au pire, vous faites un burn-out parce que vous êtes un petit peu, vous décompensez, mais ça se passe plutôt pas mal. Pourtant, c'est le même chirurgien. Puis là, vous faites la même chose, vous avez 84 ans, vous passez la main, puis là, on vous répare, puis on vous ramène à la maison. Sauf que vous n'arrivez pas à vous nourrir, sauf que vous n'arrivez pas à vous habiller, et puis là, ça suit pas. Voilà. Donc, c'est toujours une même main, c'est toujours la même plaie, c'est toujours le même chirurgien, mais c'est des parcours de vie qui sont extrêmement différents. Et là, le saucissonnage fait que le chirurgien de la main, lui, va même pas envisager qu'il va falloir peut-être après avoir quelqu'un pour aider à manger ou pour aider à se laver. Lui, on rentre. Comme il va pas imaginer qu'après, il y ait une vie difficile pour l'horloger de la vallée du Joux. D'autant plus qu'on a des zones vraiment de déserts médicaux, nous également, mais c'est géographique, c'est normal. Quand vous êtes dans l'Appenzeller, vous êtes dans le pays, vous êtes au niveau de l'Afrique subsaharienne en quantité de professionnels de santé présents. Voilà. Donc il faut relativiser à ce niveau-là. Donc c'est une santé qui est silotée, comme dans le monde, qui est saucissonnée, avec justement le fait de ce manque de vision. Donc on est spécialiste du chirurgie de la main droite. Mais après, on va jamais parler avec l'infirmière qui va venir voir le monsieur à la maison. Ça, on ne sait pas. Et ça ne communique pas bien. Et le troisième point, c'est que c'est cloisonné. Parce qu'on a un mode de financement de la santé, des assurances, qui fait que les assurances ne communiquent pas entre elles. Vous avez une assurance maladie, classique, la LAMAL. Puis après, vous avez toute une kyrielle d'assurance. Vous êtes l'assurance, si vous rentrez dans le cadre d'un accident, vous êtes en AA. Si vous avez une invalidité, vous êtes en AI. Si vous arrivez à un âge, vous êtes en AVS. Et puis, c'est foultitude d'assurances qui font que c'est extrêmement cloisonné et que le passage de l'un à l'autre vous donne des prérogatives, vous en enlève sans que vous compreniez pourquoi. Tout comme c'est extrêmement cloisonné que vous avez, par exemple, vous avez mal au dos, d'emblée, vous avez 9 séances de physio. Qu'il faut ou qu'il faut pas, c'est 9 séances physio. Vous avez un AVC, vous avez 27 séances de physio. Terminé. Après, débrouillez-vous, faut payer. Donc c'est aussi un pays où il faut avoir l'out of pocket, c'est-à-dire ce qui sort de la poche, est un des plus impressionnants au monde. Donc, alors là, je fais pas un drame de la Suisse, mais c'est un fait. C'est que du coup, cette santé globale, elle est difficile à avoir. Alors moi, quand je suis arrivé là, on m'a dit faut faire de l'innovation. J'ai dit ok. Alors l'innovation, on va essayer de. Mais pourquoi faire de l'innovation? Pourquoi? Eh ben, tout simplement, moi, ma réponse a été simple. Pourquoi j'ai créé ce laboratoire d'innovation? Simplement, il faut faire des liens et des ponts. Quand vous interrogez le patient, lui, il veut vieillir chez lui, avec les soins qui vont bien, et rester chez lui. Ok.
Vous interrogez le professionnel de santé, vous dites, vous, l'innovation, c'est quoi pour vous? Qu'est-ce que ça serait? Ah ben moi, c'est d'avoir plus de confort et plus de contact avec mes patients, avoir ce temps moral d'être avec eux. Moi, je veux ça. Puis après, quand je questionne les ingénieurs de l'EPFL, j'ai la chance, j'ai la plus grande école au monde d'ingénieurs, l'EPFL, dans le ranking top 10, le plus grand nombre d'inventions. On a même inventé l'Internet, donc c'est pour vous dire. Enfin, on n'est pas chauvin pour le dire, mais donc voilà. Et eux, qu'est-ce qu'ils me répondent? Ils me répondent intelligence artificielle, ils me répondent matchmaking, ils me répondent. Je dis mais c'est quoi, quel est le lien, tout ça. Donc voilà, la volonté en créant ce laboratoire d'innovation, c'était de se créer ces liens, se créer ces passerelles pour qu'on arrive à une fertilisation croisée et qu'au final, on fasse bouger les lignes. Donc l'innovation, c'est pas la solution à tout, mais c'est un des éléments qui permet de passer de parcours de soins tels qu'on a à l'heure actuelle, qui sont cloisonnés, qui sont segmentés, qui n'ont pas de continuum, à, on espère, un parcours de santé avec une vision déjà plus large, et à un terme, je reprends vos termes, un parcours de vie un jour. Parce que derrière cette plaie de la main droite, on a des vies personnelles, des vies familiales et des vies professionnelles dans le cadre de notre horloger également. Donc ça, c'est vraiment la volonté avec laquelle on a créé ce laboratoire. Et puis ce laboratoire, donc il est là pour recevoir justement toutes ces startups, toutes ces entreprises venant des milieux innovants, à mieux comprendre les besoins des soignants, parce qu'ils arrivent toujours avec des solutions, mais ils n'analysent pas les besoins. Donc la première des choses, c'est un mode entrant, c'est venez explorer, venez au contact des soignants pour mieux comprendre leurs besoins, et puis enfin développer des choses utiles. Et puis de l'autre côté, dire aux soignants, mais maintenant il est temps que vous vous y mettiez, parce que de toute façon, que vous vouliez ou vous vouliez pas, ça arrive. L'IA, elle est là, la robotique, elle est là. La nuit, mettez des robots dans les services, il n'y a aucun souci, ça fonctionne. Et puis c'est jamais fatigué un robot. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais il faut, à un moment donné, avoir un avis et puis se mettre dans cette démarche. Voilà, donc moi, la volonté, elle était à ce niveau-là. Pour conclure, qu'est-ce que je peux dire? C'est que il faut changer aussi la formation, parce que à l'heure actuelle, on reste encore avec de la formation qui continue à perdurer comme il y a 150 ans. Merci Dominique, et c'est ce qu'on va reprendre. Alors, Alain, quand vous, Alain Toledano, vous vous entendez silotage, en médecine silotée, ou bien patient saucissonné, ou bien chacun dans son couloir, ou voilà comment, c'est pour telle spécialité, voilà. Je crois que c'est bien le fondement et l'axe sur lequel vous avez monté l'Institut Raphaël. Oui, exactement. Alors on a, d'abord merci pour l'invitation, on a un mouvement qui est identitaire, qui est un mouvement de ce qu'on appelle de différenciation et d'expertise. Et les entreprises, elles font leur rentabilité, leur efficience sur leur expertise dans l'économie de marché. C'est vrai qu'on va reparler de l'hôpital, mais je pense qu'on est tous un peu d'accord. Alors, en médecine, en France, on a 55 spécialités médicales. C'est le pays où on en a le plus. Et nos voisins, ils en ont 17. Et ils se portent pas plus mal, pour la plupart. Donc, on a une identité sociale basée sur les silos, les expertises. C'est à celui qui a lu l'article que l'autre n'a pas lu. Et c'est là-dessus qu'on va différencier, promouvoir. Et c'est vrai que le mouvement inverse de la différenciation, celui qui va consister à rassembler, à fédérer, à synthétiser, c'est l'intégration, qui n'est pas contre l'expertise, qui doit intégrer d'autres expertises, mais qui consiste philosophiquement à rassembler. Et donc il y a une marche identitaire avant de transformer un système. On ne peut pas dire à des gens qu'on sélectionne d'une manière qu'il va falloir qu'ils fassent l'impasse sur leur identité parfaite de super experts et qu'ils aillent intégrer d'autres connaissances. Donc il y a déjà un mouvement philosophique qui est celui de l'intégration. Alors ça donne quoi en santé? Ça donne le fait qu'on doit se soucier, quand on est médecin du pouce gauche, du fait qu'il y ait 3 millions de Français qui travaillent avec des toxicités sonores au-dessus de 55 décibels, et ça augmente la toxicité cardiovasculaire. On doit se soucier des 9 millions de morts par an, de la pollution, etc., etc. C'est-à-dire qu'il faut qu'on accepte l'idée d'aller réformer nos enseignements, d'aller transformer nos métiers en intégrant des nouvelles connaissances et une identité non experte.
Et ça, c'est un problème aussi qu'on doit prendre à la base, mais il va falloir que sur tous les gens en place, pour transformer le système, on leur apprenne à être à l'aise dans l'incertitude, comme on l'est en cancérologie. Notre métier, c'est de gérer l'incertitude en gardant l'espoir. Il faut que tout le monde ait un peu la cancérologie en lui. Je plaide pour ma paroisse. Donc le sujet de la santé intégrative, c'est donc intégrer les dimensions, la santé émotionnelle, psychologique, sexuelle, sociale, environnementale. Juste Alain, si je peux me permettre, je suis au fond, si tu pouvais rapprocher. Oui, bien sûr, bien sûr. Sur le menton, okay. C'est mieux. Et intégrer aussi les interventions non médicamenteuses, c'est le deuxième axe. Parce qu'on a effectivement 1 million d'infirmières et d'aides-soignantes en France, dont 40% veulent changer de métier par crise de sens. Mais on a 100 000 kinésithérapeutes qu'on sous-exploite. On a des naturopathes qui ne sont pas toutes des énergumènes comme on n'arrête pas de le dire. Il y en a beaucoup de très haut niveau qui participent activement à la prévention, au bien manger, à faire du sport, au bien vivre, etc. On a des ostéopathes et tout un tas de disciplines et c'est des acteurs précarisés. Et l'idée, c'est d'arriver à intégrer les interventions non médicamenteuses, avoir une recherche dans ces interventions non médicamenteuses, tout comme on intègre les dimensions de la santé. Alors ça veut dire qu'en fait, en entreprise, il faut aussi qu'on soit décomplexé de faire de la santé. Tout comme il faut qu'on ne considère pas que la santé, c'est l'hôpital. L'hôpital doit faire un effort vers la santé. L'hôpital, c'est un lieu aussi très technique où règne la quantité, où on gère de la maladie plutôt que des patients, même si on a tendance à vouloir le réformer. C'est pas un sanctuaire de la santé, ça pourrait le devenir, comme ça pourrait devenir autre chose. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on va faire de nos 3000 hôpitaux? C'est un vrai sujet. Est-ce que la santé doit se faire forcément à l'hôpital? C'est un vrai sujet. En tout cas, il ne faut pas que la santé soit préemptée par les médecins ou par les hôpitaux. Donc cette santé intégrative, c'est un mouvement qui va, avant de nécessiter des ressources matérielles, qui va nécessiter qu'on pense différemment notre approche à la connaissance, notre approche à l'autre et notre rapport à la santé. Alors, puisque vous m'avez demandé de parler rapidement de l'Institut Raphaël l'Ange de la Guérison, moi c'est vrai que je m'occupe d'un centre de cancérologie et de radiothérapie qui traite 4000 nouveaux patients par an, qui est dans l'ouest de Paris, et qui a une grande spécificité en radiothérapie guidée par les robots. Voilà, alors ça m'amuse beaucoup à moi, je suis pas sûr que ça amuse tout le monde, mais en tout cas mon expertise, c'est pas celle dont j'ai envie de parler aujourd'hui. Parce que finalement, ce qu'on fait, nous, c'est qu'on traite des patients. Et les patients, on les traite en tant que médecins pour prévenir, soulager, traiter les maladies, leurs blessures, leurs infirmités. C'est-à-dire qu'avec un mot, on peut tuer un patient. Même avec un mot non prononcé, on peut tuer un patient, avant une erreur médicamenteuse. Donc on a remarqué qu'il y avait un décalage entre l'attente de nos patients et l'offre. Donc nous, on a monté cet institut sur 10 étages, aux portes de Paris, où on ne voulait pas qu'il y ait d'exclus. Donc on l'a monté comme une entreprise sociale et solidaire en 2018. Et on va co-construire avec chaque patient des parcours d'accompagnement coordonnés qui vont être orientés vers la nutrition, les émotions, l'activité physique, le bien-être et le retour à l'emploi. Vous savez qu'une personne sur 3 quitte ou perd son travail dans les 2 ans après le diagnostic. Et c'est vrai que souvent, par mésestime de soi ou difficulté de retrouver des équilibres de vie, on casse des lignes de vie. Et donc cette santé sociale, c'est fondamental. Elle va autant passer par des prises en charge, je digresse, d'onco-esthétique, que du conseil en images, que d'un meilleur rapport avec la philosophie du travail. Donc aujourd'hui, on évalue les soins, on les offre gratuitement, on les évalue. On a offert 64 000 soins à 4 000 nouveaux patients. Et on a montré qu'on diminuait de 60% le taux de dépression sans médicaments. On diminuait le sentiment d'isolement chez des gens qui étaient pourtant très entourés. On diminue les troubles du transit chez des gens qui n'arrivent même pas à tenir une réunion. C'est très handicapant. Et avec des traitements qu'on donne de plus en plus et qui donnent beaucoup d'effets secondaires. On diminue les troubles du sommeil. Dans cette salle, on a 30% des gens qui ont des troubles du sommeil. On est monté jusqu'à 70%. Donc insomnie, troubles d'endormissement, réveil nocturne, apnée du sommeil, ce qui donne tout un tas de problèmes au travail, dans les familles ou en général. Et on les diminue avec des programmes comme associant yoga, méditation, naturopathie, etc. Donc l'idée, c'est de réhabiliter chacun, retrouver des équilibres de vie, compenser des déséquilibres en ayant une approche santé globale. Avec des nouveaux métiers qui peuvent être exercés par des infirmières ou d'autres professionnels, qui sont des métiers de la coordination de parcours, parce que c'est un métier d'arriver à écouter, créer du lien, mobiliser les ressources intérieures, fixer des objectifs, il faut des compétences, il faut des connaissances, suivre des patients, interagir avec tous les professionnels, évaluer si on a rempli nos objectifs,
arriver à piloter une relation dans la durée, c'est un tutorat de résilience. Donc on a créé un diplôme universitaire coordination de parcours santé qui émerge cette année au CNAM, où on a une chaire en santé intégrative, voilà, qui travaille sur la promotion de ces nouveaux métiers, sur la montée en compétences de certains métiers. Pour exemple, les arts-thérapies, il n'y a pas de docteur en art-thérapie, et ça, pour nous, c'est pas supportable. Donc dans les arts-thérapies, on promeut les arts plastiques, la musicothérapie, la danse-thérapie, la dramathérapie par le théâtre, l'écriture thérapeutique. Et on sait par exemple que nos collègues canadiens qui accompagnent des patients dans des musées montrent qu'il y a une diminution de la consommation des médicaments. Et c'est vrai que arriver à promouvoir la santé culturelle lorsqu'on a des patients en quête de sens ou de transformation ou qui ont besoin d'un accompagnement à la résilience, c'est fondamental. Voilà, donc en fait, toute la stratégie aujourd'hui de l'Institut Raphaël, c'est de ne pas se cantonner aussi au cancer. On a un programme pilote maladie chronique où on prend en charge depuis 18 mois des patients qui ont autant des insuffisances rénales que des pathologies cardiovasculaires, que des endométrioses, des dépressions, et on a les mêmes résultats hors cancer et en cancérologie. Le deuxième axe de travail, c'est qu'on ouvre un centre de prévention santé après 2 programmes pilotes qui ont très bien marché. Vous savez qu'on a 40% des cancers qui sont évitables et 80% des maladies cardiovasculaires qui sont évitables si on travaille sur les mêmes cofacteurs, l'alcool, le tabac, la sédentarité, le surpoids, et que malheureusement on a moins de 3% de nos budgets alloués à la prévention. Donc la stratégie, c'est de travailler sur les facteurs environnementaux et comportementaux, donc les comportements, la dictologie, etc. C'est pas parce qu'on n'est pas psychiatre qu'il ne faut pas qu'on s'intéresse à la lumière bleue, l'addiction aux écrans ou à l'alcoolisme, en fait, hein, tout simplement, ou le tabagisme. Et les environnements, on en a parlé tout à l'heure, il y a les environnements psychosociaux qui sont déterminants, et puis les expositions aux facteurs de risque, tout l'exposome, la qualité des milieux, et c'est à nous aussi de savoir travailler là-dessus. Donc la prévention, c'est un sujet, les maladies chroniques, c'est 24 millions de Français et leurs aidants, c'est un vrai sujet, et cette approche santé globale, l'idée c'est qu'en fait, on pense que la pratiquer dans l'hôpital, et moi qui suis un pur produit hospitalier et qui exerce mon métier de cancérologue, je suis pas certain, l'hôpital doit initier, former, être terrain de stage, mais je suis pas certain qu'on arrive rapidement à transformer l'hôpital à grande échelle. On arrivera plus vite à transformer la vision de la santé en entreprise et en dehors de l'hôpital, et aller de la prévention à la réhabilitation avec des acteurs de terrain, de l'économie de marché, qui s'investissent de leur responsabilité sociale. Donc les médecins, c'est très bien. On n'a pas besoin de connaître la mitochondrie pour arriver à savoir, quand quelqu'un arrête de fumer, ce qui compensait et comment on va l'aider. Bien sûr, pour prescrire des médicaments, il y a un peu d'expertise. Mais l'idée, c'est de renoncer à ce travail en silo, d'abord par une posture d'intégration, et la santé globale qu'on appelle de nos voeux, elle va nécessiter un changement de posture. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on reconnaisse des nouveaux métiers, des nouvelles expertises, et qu'on reconnaisse la légitimité de l'entreprise pour s'occuper de la santé, puisque c'est notre sujet ici, mais ça peut être la santé scolaire, ça peut être le sport santé. Il faut qu'on arrête de hiérarchiser sur les diplômes et sur les étiquettes, et qu'on revienne à un esprit plus pragmatique sur des programmes qui vont être des parcours santé, centrés sur le patient, avec un financement un peu différent et une autre logique d'action. Merci Alain, et je crois que là on se complète bien, vous complétez bien les uns les autres par des approches diverses, et aussi, si je peux me mettre par les approches patients. Et je dois dire que de l'autre côté, alors on a peut-être tous été patients ou à un moment ou à un autre, et je dois dire que ce silotage, en tout cas par le passé, peut-être encore maintenant, on est terriblement dedans. C'est-à-dire que quand vous êtes, moi j'ai malheureusement le privilège d'avoir été étendu de l'autre côté un peu plus de 4 ans. Donc pas en continu, mais globalement par bout. Donc ça donne une certaine expérience finalement de ce qu'est l'expérience patient de ce côté-là. Et c'est vrai que cette approche, c'est voilà, c'est le state du 16, c'est tel type de personne. Et c'est vrai que c'est très très problématique. Alors peut-être un peu vos réactions à vous tous et vos réactions les uns sur les autres, parce qu'on est parti effectivement des data et des data globales et des data qui doivent driver aussi les choses. Alors ça c'est un autre
autre de nos marottes là, de ce que vous avez dit très très fortement, c'est les deux côtés de l'expérience patient, expérience soignant, et puis l'expérience famille. Carole, vous avez lâché le mot de fond qui est la question de la confiance, et qui est vraiment celle qui traverse l'ensemble, et qui est, avec d'autant plus, je dirais, sur ces questions de santé, c'est d'extrême peur en gros, de la confrontation à la mort. Disons quand même globalement quelque chose quand on est de ce côté-là. Et ce que vous disiez, finalement, de l'état des lieux et de la vraie question et des vrais objectifs, Dominique, qui est, est-ce que c'est vivre très longtemps, et très longtemps, combien de temps en bonne santé? Voilà, vos réactions les uns les autres, qui a envie de prendre la parole, ou bien vous aussi vous avez 2-3 micros, donc ils sont là pour ça. Qui a envie de réagir sur ces questions, réactions, questions, témoignages, un petit peu sur l'ensemble? Jean-Marie, comme vous êtes là, c'est vous qui allez prendre la parole. Merci beaucoup. Oui. Au fond, que manque-t-il pour que la santé globale fasse écosystème et qu'on en sorte de ce que les uns et les autres on a pu vivre et vous-même? Qu'est-ce qui nous manque? La confiance? Une décision politique? À vous de nous dire. Merci en tout cas beaucoup. On va tous avoir des réponses différentes et convergentes, mais en fait, on a l'habitude d'aller demander à l'État-providence de financer des nouveaux projets. Finalement, c'est d'abord la remise en question de chacun, la manière de former, qui va être importante pour transformer, et finalement la sacralisation d'une autre forme d'engagement social qui consiste à intégrer. Il y a d'abord un travail sur soi-même et sur les modes de pensée, ici pour passer d'une médecine centrée sur l'individu à une médecine centrée sur la maladie. Donc avant de demander de l'argent, il faut commencer par réformer sa façon d'être vis-à-vis des autres et socialement. Donc intégrer l'autre et s'intégrer soi-même dans des parcours, dans des collectifs. C'est-à-dire on souffre d'égoïsme et notre système gaspille l'argent à cause de cet égoïsme. Mais si chacun pensait son projet personnel au sein d'un projet collectif, ça pourrait être tout aussi épanouissant et plus utile. Merci et de la question et de la réponse, et je reviens bien sur ce qu'il disait tout à l'heure là pour vous reposer la question, Sébastien, à vous. C'est que moi, si ma mémoire est exacte, dans ce qu'est la grande déclaration de ce qu'était l'état de santé de 46, redisant les choses, il y avait les trois, c'est-à-dire qu'il y avait la santé physique, la santé mentale, donc là qui commence à rentrer, mais la troisième chose que vous disiez, qui est la santé sociale. Comment vous réagissez à ça? Je dirais aussi bien Carole que vous, voilà, qui veut le premier sur le micro. Oui, vous avez raison, la santé est une combinaison de différents facteurs. On a reparlé de l'exposome, il y a le génome et il y a les déterminants sociaux de la santé qui sont des déterminants majeurs dans le fait qu'un individu sera en bonne santé au sens de la santé globale. Et pour revenir à votre question, moi je partage l'avis d'Alain sur, et ça a été dit aussi, et je pense que c'est un constat convergent qu'on a tous exprimé, même avec des angles différents, c'est la nécessité de dépasser un peu nos frontières disciplinaires. Et je pense que ça, c'est une des principales difficultés auxquelles on est confronté. C'est pas favorisé par l'institution. C'est pas favorisé par les appels à projets de recherche, et je pense que effectivement chacun devons un peu dépasser nos propres silos pour pouvoir travailler en bonne intelligence. Et dans cette dimension globale, la santé n'est pas que médicale, c'est aussi une affaire d'ingénieurs, c'est aussi, vous l'avez dit, c'est aussi une affaire de nutritionnistes, c'est aussi une affaire d'autres experts qui ont des connaissances et qui peuvent faire des interventions de manière à ce que ces interventions instaurent des environnements favorables à la santé, en fait. Et avant d'aller sur le soin, c'est aussi ça que nous, on cherche à promouvoir à Santé publique France. Et évidemment, les acteurs économiques, en ce sens, sont des acteurs premiers. Carole, vous de votre côté. Oui, moi je pense qu'effectivement, cette question de la pluridisciplinarité, de fait d'accepter que le patient, il a évidemment des choses à apporter. La personne qui vient en santé-travail pour travailler dans une entreprise, c'est à elle de dire, enfin, il faut en tout cas lui donner les conditions favorables pour qu'elle ait envie de dire les choses, qu'elle ait envie
expliquer peut-être que les changements organisationnels qu'elle vit sont très pesants pour elle. Il y a pas mal de littérature de recherche dessus, avec et le Covid vraiment a fait qu'il y a des choses qui ont été amplifiées pendant cette période-là. Je pense qu'on peut en tirer des enseignements. Alors bon. Après, en termes de qu'est-ce qu'on peut apporter, qu'est-ce qui peut faire que ça améliore, pour répondre un peu à cette question-là. Donc, encore une fois, moi je crois beaucoup, pareil, à la pluridisciplinarité, au fait que ça ne peut pas être. C'est une question sociétale. Il n'y a pas quelqu'un qui est dépositaire de tous les facteurs qui vont avoir un impact, les déterminants de santé. On sait très bien qu'ils sont à l'extérieur de la santé. La plupart des déterminants, un des premiers déterminants, on a parlé tout à l'heure de tout ce qui était social. On voit bien que les évolutions et les différences qu'on a, par exemple, quand on a mis en place le plan national nutrition santé, les premières évaluations, elles ont montré que c'était assez positif, mais avec un bémol. Donc, du coup, on a essayé d'améliorer les choses. C'est que finalement, ceux qui progressaient le mieux et qui profitaient le mieux de ce plan, c'était ceux qui étaient finalement dans la meilleure condition parce qu'ils avaient la question de l'accessibilité culturelle et ils étaient capables de comprendre les messages qu'on leur envoyait. Donc, c'est la première question. En fait, il n'y a pas de notion, cette notion d'égalité, elle n'est pas juste. La question, c'est vraiment comment on met de l'équité et comment on fait pour apporter des choses pour que les gens qui n'ont pas les mêmes besoins reçoivent la même chose et puissent sortir de la même manière. Oui, alors je partage pleinement effectivement cette notion d'équité. Elle est bien présente. Tout ce qu'on fait comme promotion et prévention ne bénéficie pas à ceux qui devraient en profiter. Puis moi, je fais le lien. On dit toujours à l'heure actuelle qu'entre le monde du travail et le monde personnel, il n'y a plus de barrières. Et ça aussi, il faut prendre en considération. Quelqu'un qui est mal dans son travail, forcément, sera mal dans sa vie. Et quelqu'un qui est malade dans sa vie, dans son travail, ça ira pas. Donc c'est bien plus large, effectivement. Il faut décloisonner et tout et prendre à 360 ces deux mondes qui sont complémentaires et qui vont pas l'un sans l'autre. Mais il faut changer les programmes et Dieu sait que voilà, en médecine voilà, oui. Moi j'ai voulu, alors je vais vous donner une anecdote, donc j'ai dit je vais réformer la faculté de médecine rien que ça à Lausanne, vu qu'on avait réformé carrément. Puisque le programme infirmier ça y est, il est tout nouveau, il est sur les rails, on a de la santé intégrée, enfin on a plein de choses dedans. On s'est dit on va attaquer la faculté de médecine et on m'a dit non mais vous allez quand même pas faire changer pas le PowerPoint, le transparent du professeur. Si je comptais bien, donc on va attendre la retraite puis on changera après les programmes. La pyramide des âges, ça aide. Florian, vous le mot de la fin, parce que vous sur un petit peu tout ce qu'on a vu de ce côté-là et à la fois les multidéterminants et votre job à vous, si je peux me permettre, que c'est vous qui avez le job dur aussi, comme Alain, vous êtes des deux côtés de la brochette, je vais dire, de soigner. Quelle responsabilité, le mot de la fin. Non, simplement, je pense que le décloisonnement dont vous parlez, moi j'ai été très intéressée par ce qui a été dit, et le décloisonnement entre professionnels aussi. Quand je vous parlais effectivement de démarche participative, et que à des moments c'est l'aide-soignante qui va trouver la solution. Voilà, je pense que qui va trouver la solution autour du patient. Enfin, moi j'ai longtemps aussi travaillé en psychiatrie, et s'il y a quelque chose que j'ai retenu en psychiatrie, c'est ce côté où il y a une considération pour tout professionnel, quel que soit sa formation, et que souvent les psychiatres disaient celui qui en sait le plus sur le patient, c'est la dame qui fait le ménage dans la chambre, parce qu'elle va discuter avec le patient sous un autre angle, il n'y aura pas forcément les mêmes enjeux. Donc je pense que effectivement l'hôpital, qui effectivement n'est pas le seul lieu de soins, ça doit être aussi pour les professionnels un lieu de décloisonnement, et c'est vraiment pas dans notre culture. Décloisonnement entre les professionnels, décloisonnement entre les services, et sortir effectivement de nos schémas établis depuis X temps, que le summum, en tout cas chez les paramédicaux, c'est l'IAD, et que au bas de l'échelle c'est la femme de ménage, voire l'infirmière de médecine, et que le summum c'est le chirurgien, et que tout en bas c'est le médecin de médecine interne, voire l'urgentiste. Donc voilà, c'est aussi, je pense qu'il y a aussi ce sujet-là dans ce que j'entends sur le décloisonnement.
en train de bouger. Mais on a un peu l'impression, si je peux m'être vu de l'extérieur, je sais pas quelle est votre impression à vous, mais qu'il y a quand même des effets clapets et qu'il y a des trucs qu'on pourrait plus revoir. Moi, je me souviens, alors pardon parce que ça fait, je raconte mes guerres avec Jacques il y a quelques années, on organisait comme ça un truc, c'était dans une fac en Picardie. Alors c'était plein de gens très bien, et donc c'était un truc sur justement déjà Sébastien, sur la question environnement, santé, travail, et notamment était évoquée la question de l'amiante. Mais je dois dire que j'avais donc là à la fois la fille qui dirigeait la NAT locale, une autre qui était la juge d'ailleurs emblématique de l'amiante, et un certain nombre de choses devant là. Et alors là, j'avais pas de gilet pare-balles ni anti-lance-flamme et tout, mais on s'est fait absolument passer au lance-flamme, parce que comment vous osez parler de santé sans être médecin? Et j'en ai eu 3-4 comme ça. C'était il y a 10 ans à peu près. Je pense que ça on verra plus. On verra plus, donc tant mieux. Mais je veux dire, ce que vraiment apprécié beaucoup, c'est la diversité de l'écoute et de la prise en compte des rôles de vous tous qui êtes là. Et ben je crois qu'on est en train d'arriver sur le final, et qu'on va vous remercier. Je vous propose de les applaudir moultement, parce que vraiment super. Moi j'ai du mal à applaudir et à tenir mon micro. Et puis merci à vous d'être là. Et donc sur tout ce truc-là, voilà le replay, et ben sur le site du Cercle, grâce à Jean-Loup qui est là et qui a capté les choses, début de semaine prochaine. Donc mardi, normalement on devrait avoir ça. Et vraiment, on vous remercie infiniment. Et on voit vraiment que les choses progressent encore une fois, même si les portes d'entrée autour de ce vieil truc de la porte de Versailles demeurent, avec il y a l'entrée cour et l'entrée jardin, disons ça comme ça gentiment. À bientôt, merci à vous tous. Et donc sur les datas, demain après-midi, alors on va faire une grande première, si on peut dire, pour ici Préventica, puisque on est très content, parce que les politiques nous aident pas toujours. On a un député complètement fanat de data qui a abandonné un truc à Bruxelles pour être avec nous, mais comme il doit quand même être à Bruxelles, il sera en visio, donc on sera en visio des deux côtés, et donc ça va pas être simple. Et voilà, donc demain sur les data santé-travail, c'est demain après-midi, et demain, l'un des grands axes qu'on va poursuivre sur les femmes, donc femmes et exosquelettes, notre deuxième truc demain, et c'est tout ce que vous nous disiez. Voilà, merci à vous tous. Merci madame.